Bonjour à tous, je suis le docteur Renaud Felten, chef de clinique au service de rhumatologie du CHU de Strasbourg du professeur Jacques-Éric Gautambert. Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter ce cours sur comment évaluer l'activité de la polyarthrite rhumatoïde. L'objectif de ce cours va être pour vous de connaître la fréquence de suivi préconisée au cours de la polyarthrite rhumatoïde, de savoir effectuer un DAS 28 dans les règles de l'art, mais également d'en connaître les limites, de savoir que l'échographie et l'IRM, hormis des situations toutes particulières, ne sont pas utiles au suivi quotidien de la polyarthrite rhumatoïde. Enfin, il est intéressant de connaître les différents scores patients et leur utilité. Évaluer régulièrement l'activité d'une polyarthrite rhumatoïde est crucial. En effet, son évaluation permet de se fixer des objectifs. On visera alors ces objectifs thérapeutiques dans le concept qu'on appelle Treat to Target. Ce Treat to Target a montré son efficacité dans différentes études et je vais ici vous en présenter deux. Tout d'abord, dans l'étude TICORA, publiée dans le Lancet en 2004, 111 patients ont été randomisés entre un suivi intensif, le Treat to Target, ou un suivi de routine. Le Treat to Target, ou le traitement intensif, a montré son efficacité sur la diminution médiane du DAS 28, sur la diminution du score d'érosion radiographique évalué par le score de Sharp, mais également sur les réponses ACR et ELAR. La deuxième étude dont je voulais vous parler est une étude publiée dans Annals of Internal Medicine, publiée en 2007, avec un suivi longitudinal jusqu'à 10 ans. Cette étude compare 4 stratégies thérapeutiques différentes, une stratégie de monothérapie séquentielle, de thérapie additive, de combinaison thérapeutique ou d'anti-TNF d'emblée, avec une stratégie thérapeutique définie en fonction d'objectifs à atteindre. Il n'y a pas de différence significative entre ces différentes stratégies thérapeutiques si tant est que l'on suit le protocole établi d'atteindre des objectifs fixés. Ceci souligne encore une fois l'intérêt d'une stratégie basée sur ces objectifs. Le suivi de la polyarthrite rhumatoïde doit être fréquent tant que la maladie est active. S'il n'y a pas d'amélioration dans les 3 premiers mois suivant le début du traitement, ou si l'objectif thérapeutique n'a pas été atteint à 6 mois, le traitement doit être ajusté. Ceci figure clairement dans les dernières recommandations de la Société française de rhumatologie. Cela souligne le time control ou le contrôle serré de la maladie avec un objectif clairement défini en amont, dans encore une fois le concept de treat to target. Pour ce faire, il faut assurer un suivi clinique et biologique en réalisant le DAS 28, un suivi de la progression radiographique et également un suivi du retentissement fonctionnel en remplissant le questionnaire HAQ. Voyons tout d'abord en détail comment réaliser le DAS 28 dans les règles de l'art. Le DAS 28 pour Disease Activity Score sur 28 articulations tient compte de l'évaluation de la maladie par le patient, l'EVA maladie, sur une échelle de 0 à 10, du nombre d'articulations douloureuses, abrégé NAD, du nombre d'articulations gonflées, abrégé NAG, sur 28 sites articulaires. Les 28 sites articulaires comprennent les 10 MCP, les 10 IPP, les 2 genoux, les 2 poignets, les 2 coudes et les 2 épaules des patients. Attention, quand vous évaluez le DAS 28 d'un patient, il faut bien sûr tenir compte de l'importance de son traitement symptomatique. Est-ce que le patient utilise une corticothérapie à forte dose? Est-ce qu'il a été infiltré récemment? Est-ce qu'il utilise des INS quotidiennement? Pour bien interpréter le DAS 28. Une rémission DAS sous cortensile 20 mg n'est pas une vraie rémission. Comment compter les articulations du DAS 28? Tout d'abord, attention, il ne faut jamais prendre en compte les douleurs spontanées décrites par le patient. Les 28 sites articulaires sont évalués soit par la mobilisation, soit par la pression, soit par les deux. L'épaule est évaluée par la mobilisation de l'épaule. Le coude par la mobilisation et la pression des massifs articulaires. Le poignet par la mobilisation. Les MCP et les IPP par la pression. Et les genoux par la mobilisation. Les synovites, quant à elles, sont évaluées par la pression, retrouvant un gonflement par épaississement synovial ou par un épanchement intra-articulaire. Il n'est pas toujours aisé de savoir si une douleur de l'épaule à la mobilisation est liée à une tendinite ou à une activité de la polyarthrite rhumatoïde. Pour ce faire, un petit truc simple est de réaliser une abduction du bras. Si la douleur survient à moins de 30 degrés d'abduction, la douleur est plutôt d'origine articulaire. Si par contre la douleur survient après 30 degrés d'abduction, celle-ci est plutôt d'origine tendineuse. Vous savez maintenant mesurer le nombre d'articulations gonflées ou douloureuses de votre patient.
Muni de son EVA maladie, de sa VS ou de sa CRP, vous pouvez calculer le DAS28 au courant de la consultation. Mais pour ce faire, vous aurez besoin de l'aide d'un calculateur Internet ou d'une application mobile. À ce titre, nous vous recommandons l'application RumaTools développée par l'équipe du professeur Diodé à Bichat. Cette application regroupe un certain nombre d'outils très intéressants pour le rhumatologue, et notamment un module de score de maladie. Vous y trouverez aisément le DAS28, vous permettant de calculer le score au courant de la consultation, en y renseignant le nombre d'articulations douloureuses ou gonflées, le VA maladie et la VS ou la CRP. Attention, il a maintenant été bien démontré que le DAS28 VS et CRP ne devaient pas être interchangés en pratique quotidienne chez un même patient. En effet, même s'il existe une très bonne corrélation entre ces deux scores, il y a une petite tendance du DAS28-CRP à sous-estimer l'activité de la maladie. Nous vous conseillons donc de suivre un patient avec le même score ou les deux scores simultanément. Quels sont les objectifs à cibler dans une polyarthrite rhumatoïde? L'amélioration minimale attendue à 3 mois de l'instauration du traitement est une amélioration de 0,6 à 1,2 points du DAS28, ou le passage d'une activité élevée à une activité modérée, ou d'une activité modérée à une activité faible. Nous n'avons pas le même objectif pour un patient avec une PR récente et une PR établie. Face à une polyarthrite rhumatoïde récente, nous viserons la rémission, c'est-à-dire un DAS28 inférieur à 2,6. Face à une PR établie, nous viserons une faible activité de la maladie, soit un DAS28 inférieur à 3,2. Attention, il existe des limites dans l'utilisation du DAS28 pour évaluer l'activité de la polyarthrite rhumatoïde. Prenons par exemple l'exemple de deux patientes. La patiente de gauche est une patiente synovitique mais peu plaintive. Elle a 5 synovites mais aucune articulation douloureuse à la mobilisation ou à la pression. Son EVA maladie est évalué à 4 sur 10. La patiente de droite est une patiente non synovitique avec aucune articulation gonflée, mais 8 articulations douloureuses à la mobilisation ou à la pression, et une EVA maladie à 6 sur 10. Toutes les deux ont une CRP à 4 mg par litre. La patiente de gauche a un DAS28 à 2,22, soit une activité en rémission, alors que la patiente de droite a une activité à 3,21, soit un DAS28 considéré comme en activité modérée. Il faut également prendre en compte les articulations touchées dans la polyarthrite rhumatoïde mais ne rentreront pas dans le calcul du DAS28, notamment les hanches et les pieds. Enfin, il existe également des limites du DAS28 sous traitement affectant directement la synthèse des marqueurs de l'inflammation, notamment sous traitement par anti-IL6 récepteurs, tocilizumab ou sarinumab, ou les inhibiteurs de JAK, baricitinib et tofacitinib. Dans ce cas-là, il y a un intérêt à utiliser le score CDAI, qui ne tient pas compte des marqueurs de l'inflammation. Le score CDAI, pour Clinic Disease Activity Index, tient compte du nombre d'articulations douloureuses sur 28, du nombre d'articulations gonflées sur 28, de l'évaluation globale de l'activité par le patient de 0 à 10, de l'évaluation globale de l'activité par le médecin. Le score est alors la somme de ces 4 résultats. Il peut être compris entre 0 et 76. On considère le patient comme en rémission si le score est compris entre 0 et 2,8. Une activité faible entre 2,8 et 10, une activité modérée entre 10 et 22 et une activité élevée en cas de score supérieur à 22. Passons maintenant à l'évaluation structurale de nos patients. En pratique quotidienne, il est usuel de comparer les radios actuelles aux radiographies antérieures, en regardant s'il existe un nouveau pincement ou une nouvelle érosion articulaire. Dans les essais cliniques, on utilise le score de Sharp modifié selon Van der Heijden. Ce score, qui n'est pas à connaître pour votre pratique quotidienne, évalue à la fois un score d'érosion et un score de pincement articulaire. La Société française de rhumatologie recommande de vérifier l'absence de progression structurale chez nos patients. En pratique, on réalisera des radiographies des mains de face et des pieds de face et 3/4 tous les 6 mois pendant la première année de suivi, puis tous les ans pendant 5 ans et à chaque traitement de fond. En effet, la présence d'une évolution structurale même en l'absence d'activité clinique doit faire reconsidérer le traitement de fond du patient. L'utilisation de l'échographie articulaire est devenue usuelle en rhumatologie, mais doit-on viser la rémission échographique en plus de la rémission clinique de nos patients? C'est cette question que se sont posées les auteurs de l'étude TASER publiée dans ARD en 2016. Dans cette étude, 111 patients ont été randomisés entre un bras contrôle où on visait une faible activité de la maladie évaluée par un DAS28 VS inférieur à 3,2, ou un groupe interventionnel où on visait une activité de la maladie évaluée par un DAS28 VS inférieur à 3,2, en plus
de moins de 2 synovites Doppler positives en échographie. Vous pouvez voir sur cette figure qu'il n'y a pas de différence significative sur la baisse du DAS44 utilisé dans cette étude. Cette étude a permis de montrer qu'il n'y avait pas d'utilité à viser une rémission échographique sur leur critère de jugement principal utilisé qui était le DAS44. Elle a également mis en évidence un nombre plus important de traitements biologiques utilisés dans le groupe interventionnel par rapport au groupe contrôle et ce de façon significative. Ainsi, dans cette étude, viser la rémission échographique n'apporte aucune différence significative sur le critère de jugement principal et sur l'activité de la polyarthrite rhumatoïde, mais entraîne un traitement excessif des patients présentant une différence significative par rapport au groupe témoin. Ainsi, l'évaluation échographique systématique n'est pas actuellement recommandée. L'échographie nous semble toutefois utile dans certaines situations. Chez un patient présentant des arthralgies inflammatoires sans arthrite, on peut aisément rechercher des synovites infracliniques. Chez un patient présentant un syndrome inflammatoire inexpliqué, on recherchera des signes d'activité de sa maladie. Et enfin, l'évaluation clinique d'une polyarthrite très déformée est parfois complexe et il peut être utile de s'aider de l'échographie. Mais encore une fois, actuellement, la rémission échographique n'a montré aucun intérêt dans le suivi de nos patients. Qu'en est-il de l'utilisation de l'IRM articulaire dans le suivi de la polyarthrite rhumatoïde? Cette étude française publiée dans Arthritis and Rheumatism en 2012 n'a pas montré d'intérêt d'utilisation de l'IRM articulaire pour prédire le risque de poussée ultérieure d'une polyarthrite. À côté de l'évaluation objective du DAS28 et de l'évolution structurale, il existe des scores subjectifs, des scores patients pour Patient Reported Outcomes, utiles au suivi de nos patients. Le plus utilisé de ces scores est le score HAQ que la Société française de rhumatologie recommande de faire tous les ans. Il évalue 8 domaines de la vie quotidienne, avec à chaque question une note attribuée de 0 à 3 par le patient. L'indice fonctionnel est alors la somme de ces cotations des divers domaines, divisé par le nombre de domaines évalués. Le score ainsi obtenu est compris entre 0 et 3. Ce questionnaire HAQ prend en compte des difficultés d'habillement et de soins corporels, des difficultés à se lever, à prendre ses repas, à marcher, à gérer son hygiène corporelle, à attraper ou à ouvrir des objets, et à des difficultés dans d'autres activités de la vie quotidienne. Vous pouvez également le réaliser grâce à l'application Rhumatools. Ce questionnaire est réalisé par le patient. Il répond aux différents éléments proposés. Dans cet exemple, le patient a des difficultés à s'habiller, a des difficultés à couper sa viande et à prendre un objet pesant plus de 2,5 kg situé au-dessus de sa tête. Le score HAQ est donc calculé à 0,375. Nous avons en effet divisé 3 par 8 car le patient a répondu à l'ensemble des domaines demandés. On prend pour chaque domaine la plus forte note des questions. Il a été démontré que ce score HAQ corrèle avec l'évolution radiographique de nos patients, avec une évolution radiographique plus importante chez les patients avec un score HAQ plus élevé. Il existe d'autres scores patients utilisés dans les essais cliniques. Le score RAID reflète le ressenti du patient sur sa maladie. Le score RAPID-3 évalue 3 dimensions, les capacités physiques sur 13 questions, la douleur et la santé sur une échelle de 0 à 10. Les 13 questions sont d'abord ramenées à un score entre 0 et 10, puis on y ajoute les scores douleur et santé. On estime que le patient est en quasi-rémission avec un score entre 1 et 3, en sévérité basse entre 4 et 6, en sévérité moyenne entre 7 et 12 et en sévérité aiguë entre 13 et 30. Vous pouvez au besoin retrouver ce score sur le site rhumakit.com dans la rubrique calculateur et RAPID-3. Comment maintenant peut-on imaginer l'avenir du suivi de la polyarthrite rhumatoïde? L'avenir conduira vraisemblablement à une amélioration de l'auto-évaluation par le patient de sa maladie et de sa télétransmission. La réalisation d'un auto-DAS28 par le patient a déjà été démontrée comme bien corrélée au DAS28 médical dans cette étude. Il est également bien corrélé au DAS28 paramédical et échographique. Ça permettra probablement une évaluation entre deux consultations de l'activité de la maladie. C'est également l'objectif du questionnaire FLAIR développé par une équipe française et qui est un auto-questionnaire intégrant les points de vue des patients et des médecins pour identifier une poussée de la polyarthrite rhumatoïde survenue entre deux consultations. Information, les différentes questions posées dans ce questionnaire FLAIR.
De façon intéressante, dans une étude prospective à 3 mois, 117 patients étaient considérés comme stables et avaient un score de 2,2. 5 patients avaient arrêté leur traitement pour un échec thérapeutique et avaient un score élevé à 5,4. Et 4 patients étaient considérés comme en rémission et avaient un score bas à 1,1. Voilà, nous en avons fini avec ce cours. J'espère que vous retiendrez qu'il y a un intérêt à un suivi régulier de l'activité de la polyarthrite rhumatoïde pour notamment limiter la progression radiographique, qu'il convient de réaliser à 28 à chaque consultation de façon adéquate et qu'il faut en connaître les limites, qu'il faut également prendre en compte dans l'évaluation de l'activité de la polyarthrite rhumatoïde de l'évolution structurale radiographique, de la prise concomitante de traitements ou de gestes locaux, et que l'échographie peut être utile dans certaines situations. L'avenir du suivi de la PR sera assuré probablement grâce à des outils connectés pour transmettre les données sur l'activité auto-évaluée par le patient entre les consultations. Je vous remercie.